économique et culturel en Guinée. Piloté par l'équipe de la rédaction du groupe SGI Média et les consultants, c'est le rendez-vous phare pour éclairer votre lecture de l'info. La tribune de l'actualité plus, du lundi au vendredi, de 9h15 à 10h45 sur Chéri FM Guinée. La tribune de l'actualité plus, de 9h15 à 10h45 sur Chéri FM Guinée. Jeudi 28 avril 2016, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission La Tribune de l'Actualité Plus, l'émission qui analyse, commente et décrypte pour vous l'actualité en Guinée, en Afrique et partout dans le monde. Paris, capitale française, va abriter en fin mai le salon de l'emploi guinéen. L'événement est initié par l'association des jeunes Guinéens résidents en France, en partenariat bien entendu avec l'AGIP, l'agence guinéenne pour la promotion de l'emploi. Quel est l'état de préparation de ce forum? Pour en parler et parler d'autres sujets, ici, dans ce studio, sur ce plateau, un invité, c'est bien Sekouba Mara. Il est le directeur général de l'AGIP, l'agence guinéenne pour la promotion de l'emploi. Monsieur Mara, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour Monsieur Condé, bonjour aux téléspectateurs de TATV, bonjour également aux auditeurs de la radio Chéri FM. Soirée Bouakar, bonjour. Bonjour Condé, bonjour à notre invité. La mise en onde côté radio ce matin est assurée par Kandé Oumar Kamara. La réalisation côté TATV assurée par Alassane Diallo et toute son équipe, composée ce matin de Jacques Arthur Namo, Konkoba Kouyaté, Diallo, Kadia Touré ici à la présentation à Bouakar Condé. Avant d'aborder ce salon de l'emploi qui va se tenir du côté de Paris, capitale française, comme je l'annonçais tout à l'heure, Monsieur Mara, vous êtes directeur général de l'AGIP. Vous avez été nommé à la tête de cette structure, ça fait maintenant bientôt 5 ou 6 ans. Dites-nous, qu'est-ce que l'AGIP? Mais bien avant, c'est votre première fois de passer ici. Vos impressions sur nos installations. Merci M. Condé. Il fait bon vivre. Il y a de la climatisation. 18 degrés dans l'ombre. Qui pour permet pas que l'invité dise qu'il a chaud. qui permet de s'exprimer sans problème. Le cadre est très bien, je vois de l'investissement. Bravo à TATV. Vous êtes directeur général de l'AGIP. C'est quoi l'agence guinéenne de la promotion, pour la promotion de l'emploi? Alors, l'agence guinéenne pour la promotion de l'emploi a été une structure de l'État guinéen et donc un service public de l'emploi qui est autonome et qui a pour mission principale la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de promotion de l'emploi. Alors, ce n'est pas une nouvelle création non plus, parce que c'est une structure qui existe depuis 1986 sous le nom de ONOMO, Office de la main-d'œuvre, et ça a changé de nom en 1997 et ça a pris le nom de l'agence. Et donc, c'est une vieille structure qui est là à la disposition des Guinéens et qui a contribué à faciliter pas mal de recrutement dans notre pays. Pourtant, ça existe depuis 1997. C'est maintenant on commence à savoir l'existence de cette structure. Quel est son domaine d'intervention? Quelles sont ses ramifications? Est-ce que c'est ici à Conakry seulement la structure existe ou bien elle a ses démembrements aussi à l'intérieur du pays? Oui, l'AGIP existe à travers tous les pays. Alors, le champ d'action de l'agence en matière de promotion de l'emploi, c'est sur deux axes. Tout ce qui est activité d'amélioration de l'employabilité de la population, pas seulement les jeunes, et tout ce qui est également information statistique sur l'emploi et le travail pour faciliter la prise de décision, que ce soit aux institutions ou à l'État et autres demandeurs de ces informations statistiques. Et donc ces deux axes-là sont les axes d'intervention de l'AGIP. Alors pour parler de son implantation, nous sommes une structure qui existe aujourd'hui dans les 8 régions administratives. Et au-delà de l'AGIP format création 97, nous sommes partis, je vais dire, citer Monsieur le ministre Damanta Albert Camara, a établi le constat que malgré, et comme vous le disiez, c'est maintenant on connaît l'AGIP, malgré les interventions de l'AGIP dans sa forme standard, il y avait quelque chose qui manquait. Et donc le ministre et moi effectué une mission au Maroc en 2013. Nous avons apprécié la conception des maisons de l'emploi et des compétences et nous travaillons aujourd'hui à dupliquer ces maisons de l'emploi et des compétences. La première qui se trouve aujourd'hui au sein de l'AGIP a été inaugurée en avril 2014 par Monsieur le Président de la République.
Si vous êtes bien informé, récemment, M. le ministre a procédé à l'inauguration d'un certain nombre de maisons de l'emploi à travers le pays. Oui. C'est prêt. Zérekore, Kissidougou, Mamou, Farana, Kindia c'est prêt, Kaloum c'est prêt, Dixine c'est prêt. Donc les 5 communes de Conakry également bientôt vont être inaugurées. Et il faut saluer aussi l'accompagnement que bénéficie, parce que l'agence est un service public placé sous la tutelle du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle, de l'emploi et du travail. Mais il faut saluer cette synergie qui est entre le ministère de la Jeunesse et notre ministère, parce que ces maisons ont été aujourd'hui équipées, les dernières inaugurations que le ministère a eu à faire ont été équipées grâce au projet Booster des compétences que l'État guinéen a, financé par la Banque mondiale, et donc situé dont la tutelle est assurée par le ministère de la Jeunesse. Et donc c'est vraiment un accompagnement du ministère de la Jeunesse pour renforcer les services de l'emploi afin de faciliter l'employabilité ou l'emploi des jeunes. Monsieur Mara, dites-nous depuis quand vous êtes à la tête de ce service et qu'est-ce que vous avez pu apporter comme de positif? Alors, nous parlions déjà des maisons de l'emploi, c'est du positif, c'est récent, mais c'est à notre temps. Nous sommes là depuis septembre 2011 et donc ça fait quand même quelques temps. Mais ce qui a changé à l'ADIP aujourd'hui, parce que personnellement, je ne vais pas citer ou je ne vais pas faire trop de confidence, mais quand on m'a présenté le service, j'ai eu peur pour un départ parce que moi-même je m'y retrouvais pas. Mais je crois que ça fait plaisir à tous nos visiteurs qui arrivent à voir aujourd'hui l'ancien bâtiment qui a changé carrément de physionomie, et tous les demandeurs qui ont le plaisir aujourd'hui à demander nos services et à venir nous voir parce que le cadre s'y prête, et puis les conditions de travail ont beaucoup changé. Je parle de conditions de travail dans les temps quand je venais. Les inscriptions des demandeurs se faisaient sur des papiers pré-imprimés avec des formulaires dessus. Aujourd'hui, grâce encore une fois avec ce partenariat avec le ministère de la Jeunesse, l'ADIP c'est un site internet, l'ADIP c'est une application, et tu n'as pas forcément, ou tu n'as pas d'ailleurs besoin, c'est même interdit de venir auprès de nos cadres ou nos conseillers pour t'inscrire. Tu es chez toi. Tu t'inscris en ligne. Oui, tu fais le www.adipguinée.com, tu vas dans l'inscription, tu t'inscris et les informations données, tu prends rendez-vous en ligne et à la date de rendez-vous, tu as des conseillers qui sont à ta disposition. Revenons sur ces 2 axes d'intervention. D'abord, les activités liées à l'amélioration des conditions. Que fait l'ADIP concrètement dans ce sens? Alors, l'ADIP aujourd'hui, comme je le disais, à travers ces maisons de l'emploi qui sont des centres intégrés, nous recevons les jeunes. Il y a un premier groupe de cadres qu'on a appelé conseillers dans un espace dénommé chez nous orientation. On fait le bilan de compétences du jeune, on essaye de voir ce qu'il a de potentiel réel, et en fonction de nos constats, on peut l'orienter vers les 3 autres espaces, à savoir l'espace formation. S'il a besoin d'autres formations, on lui conseille des formations qui existent et dont nous validions sur la place. L'espace employabilité, s'il a besoin d'améliorer comment il doit faire son CV, comment il doit passer l'entretien d'embauche, quelle culture il doit avoir pour être vraiment bien présentable, bien présenté et bien prêt. Quelle conduite à suivre? Quelle conduite à suivre pour passer un entretien ou un recrutement. Il y a l'espace entrepreneurial aussi où on accompagne le jeune pour monter les projets, on le conduit ou on l'oriente vers la pipe pour créer son entreprise, et donc tout ce qu'il a besoin sur le marché pour booster ou pour accompagner ou pour faciliter son insertion. C'est ces structures qui sont dénommées centres, comme on appelle maison de l'emploi et des compétences, ont des fonctionnalités qui permettent d'accompagner le jeune. Ça se termine par une grande salle de formation où nous faisons la formation par groupe de 70 chaque semaine. Et les statistiques, vous avez parlé de la disposition. C'est comme si c'est vous qui disposez des statistiques liées au marché de l'emploi, le nombre de chômeurs, si je comprends bien, qui existent sur le terrain. À ce jour, que donnent les chiffres en termes d'employabilité? Est-ce que l'État réussit à créer, à promouvoir, j'allais dire, l'emploi? Est-ce que les jeunes qui sortent de nos universités gagnent de l'emploi? Quel est l'état réel aujourd'hui de la question de l'emploi en Guinée?
Merci, je relève dans ta communication une partie très essentielle quand vous dites est-ce que l'État réussit à créer de l'emploi. Ça veut dire que vous connaissez toute cette problématique parce qu'en tant qu'agence, nous n'avons pas possibilité de créer de l'emploi. Vous faites la promotion. On fait la promotion, ouais. Mais si on est sollicité pour faire des recrutements, ça fait partie de nos activités. Ouais. Alors l'État crée, est-ce que l'État arrive à créer de l'emploi? Oui, l'État guinéen est arrivé à créer beaucoup d'emplois. Nous avons les statistiques de 2012, nous avons retenu à travers une enquête que de 2010 à 2012, l'État guinéen est arrivé à créer plus de 240 000 emplois qui ont bien sûr eu un coup avec Ebola et les difficultés que le monde entier connaît aujourd'hui sur le plan économique. En parlant également de statistiques qui sont quand même des activités très lourdes à réaliser en termes de financement. Nous avons eu un accompagnement du PNUD en 2012 où on a fait une enquête spécifique sur l'emploi et le travail décent qui ont donné un certain nombre de chiffres en termes de chômage dans notre pays. Alors, brièvement, le chômage en termes de taux global lié à la population est de 15,4%. Mais quand nous partons par groupe de personnes, à savoir les sortants des systèmes d'enseignement technique, le taux est de 42%. Les sortants du système de l'enseignement supérieur, le taux est de 61%. Et donc, ceux qui n'ont pas la chance de passer même l'école primaire, le CEP c'est aux alentours des 15% également. Et ce qui est important à travers l'enquête là, c'est que nous avons compris en Guinée que le chômage est un phénomène purement urbain. Pour la plupart des chômeurs, ils se trouvent dans les centres-villes. Et donc, c'est crière à Conakry qu'à Kindia, c'est crière à Kindia que dans Kamamou, un peu, et ainsi de suite. Alors, ce qui explique aussi le taux élevé de chômeurs des sortants des universités, c'est un certain nombre d'éléments. Le fait, par exemple, que dans notre pays, que l'enseignement supérieur soit très brisé de système éducatif guinéen, et donc tous les élèves veulent aller à l'université, ça a été une culture qui n'a pas... avec les mêmes filières, classiques. Les mêmes filières, et puis... Droit, sciences économiques et gestion, oui, sciences modernes. Tout à fait, en nombre. Tout le monde souhaite faire l'université et ça c'est une mentalité qu'il faut changer parce que la loi où les pensées veulent qu'il y ait un cadre pour 20 ouvriers et donc pour notre développement il va falloir mettre en valeur l'enseignement technique. L'autre explication également c'est le fait que aujourd'hui nos formations ne tiennent pas forcément compte aux besoins du marché. Ou ne sont pas adaptés aux besoins du marché. Ça, ce sont des phénomènes quand même pour lesquels la Troisième République a fait beaucoup d'efforts, si on pourra en revenir si le temps nous permet, mais qui tardent, il faut le reconnaître, à produire les effets escomptés. Vous dites qu'il y a des recrutements qui font partie de vos domaines de compétences. Est-ce que vous arrivez, depuis que vous êtes à la tête de cette structure, de recruter des cadres pour une structure donnée? Plusieurs fois, on a fait beaucoup de recrutements. Je citerai par exemple compte des projets de l'Union européenne qui sont actuellement en Guinée. Tous les assistants comptables et assistants régisseurs qui sont là, leur recrutement est passé par la DIP. Et les jeunes cadres qui sont aujourd'hui des DAF dans les départements ministériels. Le cas des 518. Oui, le président a souhaité, il a insisté que ça soit piloté par un cabinet, mais la supervision a été assurée par la DIP. Donc, où on le fait, l'activité c'est quoi? Les offres d'emploi sont affichées chez nous, soit sur notre portail internet, soit sur des panneaux d'affichage dans nos agences. Et également, l'entreprise peut nous demander de recevoir les offres. On est vraiment à leur disposition parce que notre rôle, c'est d'accompagner les entreprises à faire les recrutements qu'il faut pour leur structure, mais également d'accompagner les demandeurs à avoir des informations et des compétences pour être aptes. Alors, l'entreprise peut nous demander de recevoir les dossiers, on le fait pour l'entreprise. L'entreprise peut nous impliquer avec leur équipe pour faire le recrutement sans nous faire du renforcement des capacités dans le secteur de l'entreprise. Et quel que soit ce que veut l'entreprise, seulement la loi nous interdit d'obliger les entreprises. La loi oblige plutôt les entreprises à déclarer les recrutements réalisés 15 jours après auprès de notre structure pour tenir les statistiques.
Mais est-ce que, quand on sait quand même en Guinée, souvent on dit que les tests c'est de simples formalités, les gens sont déjà choisis en amont, est-ce que c'est le même cas, le même scénario qui se reproduit quand on vous confie les recrutements, c'est toujours le même système, les cousins, les frères, les beaux-frères, ou vous respectez les règles édictées en la matière? Oui, ben, il faut dire, il ne me revient pas d'apprécier pour ce qu'on fait. Je pense que les auditeurs ou les téléspectateurs qui auront la chance de passer chez nous pour le constater pourront s'en rendre compte. Mais ce que je peux dire, cette notion, moi je ne la partage pas autant. Il y a des statistiques qui prouvent en matière de création d'emplois qu'il y a effectivement la relation personnelle qui donne de l'emploi, mais c'est très minime, à peu près 15% sur les 100. Un demandeur d'emploi ou un chercheur d'emploi doit compter sur ses potentialités à lui-même. Ouais. Il faut être sûr. Pas de recommandations. Je vais citer par exemple un ministre qui dit que le marché de l'emploi n'est jamais saturé par... Michel Kamano, il était à l'époque ministre de la Communication. Alors, donc c'est pour dire que quand il y a un bon produit, le marché de l'emploi ne ferme jamais la porte. N'est jamais étroit. Vous et moi qui sommes là aujourd'hui, forcément vous êtes comme moi, on n'est pas sortant de Sorbonne, mais on essaye d'être utile à notre pays. Et donc, il faut avoir des compétences et le marché est toujours là pour les meilleurs. Et vous parlez de 240 000 emplois créés en 2012. Quand on donne ces chiffres, les chômeurs qui sont dans les différents quartiers se prennent la tête, où l'État, ou en tout cas, où ces emplois ont été créés concrètement. Bon, il faut le dire que l'économie guinéenne était sur une très bonne dynamique de 2010 à 2012 jusque vers 2013, avant Ebola. Vous l'avez vu, des mouvements d'expatriés qui venaient investir dans notre pays, même à travers l'aéroport. Vous pouvez, je vous amène à revoir les statistiques. Vous avez vu des structures. Je vous donne par exemple le cas d'une des entreprises qui a fermé, mais qui a vraiment fait, en tout cas fierté, moi à mon niveau, c'est le cas de Fluor. En 2012, on a fait le salon de l'emploi à Paris. Fluor a recruté des jeunes guinéens qui sont rentrés à l'occasion, mais les jeunes étaient très bien payés et les gens se portaient très bien dans l'entreprise. C'est après que l'entreprise a fermé. C'est vrai que c'est pas religion tout ça qu'une entreprise offre autant d'emplois et que ça se ferme après. Dans le secteur minier, le secteur des services, il y a eu pas mal d'emplois créés et notre économie était vraiment sur une tendance très élevée, parce que l'emploi est tributaire de l'espace économique. Et l'espace économique est tributaire d'un certain nombre d'éléments. C'est le climat des affaires, c'est la sécurité, c'est la justice, parce qu'il faut que l'investisseur soit rassuré et qu'il y ait des conditions de facilité. Et donc c'est les textes de loi, parlant par exemple du nettoyage du code minier, du nettoyage aujourd'hui du code du travail, qui donne beaucoup d'obligations aux entreprises qui recrutent autant les expatriés, parce que le taux a monté pour décourager l'envoi des expatriés. Le stage qui est pratiquement protégé dans nos entreprises aujourd'hui. Mais il faut noter, quand je dois citer quelques articles du code minier qui font obligation aux entreprises de travailler avec les sous-traitants et les entreprises guinéennes qui vont contracter autres activités avec elles, mais qui fixent également les quotas d'emploi en fonction de la phase que voulait l'entreprise. Donc nos textes de loi aujourd'hui sont adaptés et il faut continuer à travailler pour attirer les investisseurs, même si cela est également tributaire à la situation économique mondiale. Parce que vous voyez avec le terrorisme des investisseurs qui limitent des champs de déplacement, vous voyez avec toute cette histoire de migration qui font que les objectifs se sont revus à s'enfermer, à mettre des clôtures en Europe, ça et là. Donc il y a des difficultés. En cela, ça ne veut pas dire que l'Afrique reste pour compte. Quand je prends l'étude aujourd'hui de l'Union africaine qui fixe à près de 37% des emplois de 2010 à 2020 dans le secteur agricole, parce que là aujourd'hui le secteur agricole, pour des statisticiens, c'est le secteur qui est vraiment tributaire ou qui peut créer de l'emploi. Et la Guinée l'a si bien comprise. À l'instant où nous parlons, aujourd'hui, il y aura la clôture de RACFO. RACFO, c'est l'association des DG, en tout cas des structures comme l'ONP
l'ONPP à travers l'Afrique. Le président de la République en personne sera là pour la clôture. Et le thème, ça c'est l'accent est mis sur l'agriculture. La BAD investit énormément dans ce domaine pour avoir un projet d'agriculture en faveur de l'entrepreneuriat jeune. Nous sommes en collaboration, en tout cas en partenariat avec le ministère de l'Agriculture, l'AGETIP, l'ONPP, autour de ces négociations pour créer fortement de l'emploi pour des Guinéens, parce que le taux ou la vision, c'est 1000 emplois par an dans le secteur agricole. Vous avez changé la physionomie du siège de votre structure. Est-ce que c'est autant aussi que les mentalités soient changées, parce que une institution vaut ce que valent ces travailleurs? Est-ce qu'il y a une remise en question, une remise à niveau, puisque nous sommes dans la phase d'un tic? Est-ce que les gens se sont accommodés aux exigences du moment? Est-ce que la formation est de mise au niveau du personnel? C'est obligatoire. Je ne vais pas peut-être développer toute cette stratégie ici, mais je vous confirme que beaucoup de choses ont changé à part ce qui est de la physionomie, parce qu'on a repris tout de suite les cadres. Beaucoup de cadres que j'ai trouvés, en tout cas pour lesquels j'ai jugé qu'on ne pouvait pas évoluer ensemble, ne sont pas avec nous aujourd'hui. Et ce qui se faisait... Ils ont rejoint d'autres structures ou bien ils ont été radiés? Ils sont des fonctionnaires, donc il ne m'appartient pas de gérer la suite, il appartient à la fonction publique de gérer la suite. Moi, ce qui compte, c'est de m'entourer des cadres qui peuvent m'aider à accomplir l'obligation que j'ai face à Monsieur le ministre. Alors, au-delà de la nomination ou de la recherche de compétences, nous avons recruté pas mal de jeunes. Nous venons d'en faire, de recruter 6 demandeurs qui partaient chez nous. On a pris des CV, on a donné 1000 CV à un consultant qui a trié, nous proposé 25. On a passé des entretiens, on a eu 6, et les 6 sont aujourd'hui avec l'ADIP et ont un contrat de travail. Et au-delà, pour dire qu'il y a eu de l'exigence, les gens s'inscrivaient à même le sol sur des formulaires. Aujourd'hui, il faut connaître l'informatique, il faut connaître l'Internet, parce que si le demandeur s'inscrit en ligne, c'est que de l'autre côté, il y a quelqu'un qui trie tout ça et il y a quelqu'un qui comprend ce langage-là. Monsieur Mara, vous l'avez dit tout à l'heure que Ebola a beaucoup impacté l'évolution de vos activités. Certes, c'est une réalité sur le plan national, mais en ce moment où on parle, si Ebola n'est pas fini, mais quand même cette maladie est gérée, est-ce que les demandes commencent à revenir au niveau de votre service? Oui, nous sommes partenaires par exemple avec le journal des appels d'offres, chaque semaine qui nous donne plus de 20 exemplaires, et nous avons des formulaires en Excel en Word qui nous amènent. Chaque semaine nous voyons des offres qui existent. Nous sommes contactés directement par d'autres structures qui nous envoient des offres. Je vous demande à faire un tour au siège de l'ADIP, vous verrez pas mal d'informations liées aux offres disponibles sur le marché de l'emploi. C'est vrai que le paradoxe est quelle couverture nous avons et jusqu'où nous arrivons à satisfaire, parce que nous sommes une structure aujourd'hui que j'appelle dévouée, mais à la cause de milliers et de milliers de personnes. Donc forcément, c'est pas facile de toucher tout le monde, parce que nous arrivons au moment où pratiquement en matière de demandeurs d'emploi, le marché est saturé. Et c'est là passe par beaucoup de raisons, dont des raisons liées à l'histoire et à l'évolution de notre pays, liées à notre économie, à la capacité de notre économie ou à notre façon de mettre en place les structures qu'il faut. Parce que vous le savez, la Guinée, c'est un problème de mentalité. Généralement, quand tu finis les études dans notre pays, on s'assoit, on pense que l'État doit apporter tout de suite l'emploi. Non, la fonction publique guinéenne aujourd'hui est autour de 100 000 salariés, en tout cas fonctionnaires. C'est pas facile. Notre fonction publique est pratiquement ou quasiment saturée. Et les jeunes ou les chercheurs d'emploi doivent savoir qu'il faut aller vers le secteur privé. Et c'est le secteur privé qui est pourvoyeur de l'emploi. Même si récemment je voyais des bisbilles autour du patronat, c'est des choses qui sont très regrettables, parce que ça a des effets directs sur ce que nous envisageons comme activité. Si nous voulons par exemple sceller des rapports de stage avec des entreprises, on passe par le patronat,
temps pour avoir l'accompagnement des entreprises qui vont nous accompagner. Donc le souhait serait d'avoir un patronat ou des patronats qui sont vraiment voilà, très bien mis en place et où il n'y a pas de problème. Voilà. Et vous avez récemment reçu les directeurs des ressources humaines des entreprises existantes en Guinée. Qu'est-ce que ça avait donné? Alors, nous avons, au-delà des activités que nous-mêmes initions pour accompagner les demandeurs de l'emploi, nous accompagnons pas mal d'autres initiatives venant d'autres structures qui sont dans le secteur. Parce que même les cabinets ou autres structures de recrutement qui évoluent, en tout cas dans ce secteur, doivent nous demander pour leur création, doivent nous demander pour leur évolution et doivent nous donner des informations statistiques pour nos activités. Et à notre tour, nous partageons des initiatives qu'ils ont et nous accompagnons les initiatives qu'ils ont. C'est le cas du cabinet IBG où nous avons accompagné pour la formation la semaine prochaine probablement au niveau du Blue Jaune de près de 1000 jeunes demandeurs en technique de recherche d'emploi, en développement personnel, en entrepreneuriat. Et c'est le cas du cabinet Progress Consulting où nous avons, avec lequel cabinet nous avons fait des salons de l'entrepreneuriat à l'Abbé, à Kindia, et comme on appelle l'université de Cancan se prépare pour les recevoir avec le point focal ou les points focaux de la DIP à l'intérieur du pays. C'est le cas également du cabinet IPRC avec lequel les 18, 19, 20 mai prochains nous allons organiser le salon des ressources humaines. C'est le cas, M. Condé l'a cité à l'entame de cette émission, des jeunes de l'AGGF, l'Association des jeunes guinéens de France, avec laquelle structure nous allons organiser les 27 et 28 mai prochains le salon de l'emploi et de l'entrepreneuriat guinéen en France, à Paris, à la mairie du 20e. Alors l'idée, c'est d'avoir des initiatives pour la population, mais également d'accompagner d'autres initiatives parce qu'on n'a pas l'apanage de la connaissance, mais je me dis généralement avec mes cadres, laissez-les, il faut qu'on les accompagne. Un jeune accompagné par l'ADIP, c'est un jeune Guinéen accompagné. Un jeune accompagné par l'ADIP et un autre accompagné par un cabinet, c'est deux jeunes Guinéens accompagnés. Donc, et pourquoi le salon de l'emploi de la Guinée à Paris? Alors, il faut bien comprendre que si vous m'avez bien suivi à l'entame de l'émission, je disais l'ADIP a pour mission la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de promotion de l'emploi. Mais là, c'est en faveur de tous les Guinéens. L'ADIP n'a pas de territoire, l'ADIP a une nationalité. Notre objectif, c'est pas le territoire guinéen, notre objectif, c'est les Guinéens. Alors, ouais, partout où ils se trouvent. Et ce qui fait que nous ne sommes pas trop connus à l'extérieur, parce que nous ne connaissons pas ces lieux, parce que nous n'avons pas ces moyens. Sinon, nous pouvons être partout où les Guinéens sont, où on peut être utile aux Guinéens. C'est pourquoi, à travers l'AGGF qui nous a sollicité pour les accompagner, parce que c'est la deuxième édition, ça devrait être la troisième, la deuxième a été annulée pour cause d'Ebola, encore un des impacts. Donc la deuxième édition que nous faisons maintenant à Paris, et ils sont là-bas, ils sont installés, ils ont un groupe ou en tout cas des éléments de leur association et ils ont des demandes formulées dans ce sens pour les accompagner. Nous demandons aux entreprises d'accepter et faire le déplacement parce que ça part d'un certain nombre d'éléments. Des compétences guinéennes sont là-bas. Ils veulent rentrer dans le pays. Et à partir de là, qu'est-ce que l'État peut faire? Ce que l'État peut faire, c'est d'aller à leur rencontre, savoir quelles sont les attentes qu'ils ont, qu'est-ce que l'État peut apporter avec les entreprises pour consommer ou en tout cas prendre en compte ces attentes, parce que ce qu'ils demandent, ce n'est pas des milliards pour rentrer, mais c'est d'être rassurés et c'est de connaître. Ils connaissent l'environnement, par exemple, de l'Europe, mais pour beaucoup, ils ne connaissent pas l'environnement guinéen. Et c'est pourquoi en 2012, c'était le salon de l'emploi. En 2016, c'est le salon de l'emploi et de l'entrepreneuriat. Et aspect entrepreneurial, nous ne partons pas les apprendre comment créer de l'entreprise, mais nous partons partager la destination Guinée avec ces jeunes. C'est pourquoi cette année, dans notre collaboration avec le ministère de la Jeunesse, l'APIP va être un des acteurs. L'APIP est mis au centre des activités et l'APIP fera une présentation pour présenter la Guinée, les disponibilités et les facilités que notre pays offre aux porteurs de projets et aux investisseurs. L'APIP présentera la destination Guinée par rapport au secteur
porteurs dans notre pays, l'APIP sera là tout au long du salon, au-delà de la présentation, à recevoir les candidats pour partager et les faire connaître mieux la Guinée sur le plan économique lié à l'investissement. Est-ce que vous pensez avec la situation économique actuelle du pays, ces Guinéens de l'extérieur vont accepter de revenir dans le pays pour travailler? Ils sont aptes à revenir. C'est les conditions de retour qu'ils ne connaissent pas. Et nous, notre rôle, c'est d'apporter ces informations aux conditions de retour. Cette année, nous avons beaucoup d'informations qui font que nous sommes engagés, résolument engagés à aller vers eux. Parce que quand je reviens sur les acquis de 2012, en 2012, on a eu plus de 800 candidats ayant postulé via le site. Donc 800 candidats de jeunes qui résident en Europe à travers la France ont postulé. Ça veut dire que c'est un vivier. Et de l'autre côté, il y a eu plus de 1000 personnes présentes lors du forum. Donc la salle et les lieux étaient pris d'assaut. Je crois que vous avez pu voir les images, ça passait de commentaires. Il y a eu plus de 30 entreprises guinéennes qui ont fait le déplacement pour aller à la rencontre de ces jeunes. Cette année, l'objectif, c'est d'avoir au moins 35 qui vont nous accompagner. Parce que l'idée, c'est pas avoir des entreprises qui n'ont pas le besoin de recruter ou qui n'ont pas une planification future de recruter. Parce que les entreprises auront accès à la base de données, ils pourront sur place le faire comme continuer à garder la relation pour arriver à un recrutement. Il y a eu plus de 200 entretiens individuels l'année dernière et on a suivi plus d'une cinquantaine de recrutements ont été effectués sur place. Cette année encore, il y a eu des porteurs de projets qui ont exigé qu'il y ait vraiment des informations liées au marché de travail, du marché de l'emploi, le marché de l'investissement en Guinée. Et c'est pourquoi l'APIP va nous accompagner cette fois-ci pour partager ces connaissances-là avec les jeunes. L'autre côté, en général, c'est des jeunes qui ont des formations, malheureusement parfois, qui ne sont même pas enseignées encore chez nous. Et nous avons relevé des besoins des entreprises, surtout celles minières, de compétences en ingénierie qui ne sont pas enseignées chez nous. Si ce n'est pas là, ça veut dire que obligatoirement, je leur donne l'occasion d'envoyer des expatriés pour ces postes. Si le salon peut être un lieu d'échange pour que, au lieu que ces expatriés n'arrivent que ce soit des Guinéens, je pense que c'est une aubaine. Mais l'objectif, et on n'est pas là que pour les jeunes de l'extérieur, ce qu'on fait au quotidien, c'est à l'endroit des jeunes aussi qui sont là, mais notre objectif, c'est d'accompagner les Guinéens partout où ils se trouvent. L'invité ici, dans ce studio et sur ce plateau, c'est bien Sekouba Mara. Il est le directeur général de l'AGIP, l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi. Revenons sur les antennes de l'AGIP installées dans les 8 régions administratives. Bien sûr, il y a une question toujours. Non, on peut continuer d'abord. Comment fonctionnent ces antennes régionales? Est-ce qu'elles sont directement liées avec l'antenne de Conakry? Comment ça se passe à ces différents endroits? Alors, effectivement, on a eu pas mal de difficultés à travailler en réseau, parce que même au siège, on s'inscrivait sur papier, et donc le suivi, chacun rend compte comme il le veut pour en tout cas justifier le temps de travail. Mais aujourd'hui, nous avons une application. Moi, directeur, je suis sur mon bureau, je sais ce que Kindia a fait aujourd'hui, ce que Farana a fait aujourd'hui, ce que Jérékoré a fait aujourd'hui. Les jeunes, tu t'inscris, tu as le choix de t'inscrire à l'agence de Farana, à l'agence de Kankan, à l'agence de Kissidougou. Tu prends ton rendez-vous, ce sera à la date et à l'agence de Kissidougou. Tous les jours, je sais Kissidou a reçu combien. Si Kissidou ne communique pas ou Kissidou ne travaille pas, j'ai le temps de dire à Kissidou, le taux ne monte pas, tu n'évolues pas bien, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que c'est des jeunes qui ne viennent pas? Est-ce que c'est parce que tu ne communiques pas? Quel est le problème réel? Et donc on est en réseau au jour d'aujourd'hui et ça permet de faire un très bon suivi et d'avoir des statistiques qu'il faut. Est-ce qu'il y a de l'engouement au niveau des jeunes? Parce qu'il ne suffit pas de construire ces maisons. Est-ce que les jeunes viennent régulièrement? Au niveau du siège central, par exemple, quel est le taux de fréquentation, jour, semaine, mois? On est, pour être honnête, débordé, M. Condé. Il se peut que des jeunes même vous appellent pour dire qu'ils n'ont pas connaissance, parce que j'ai maîtrisé la communication dans ce sens. Avant d'avoir l'ensemble de nos agences en réseau et fonctionnelles,
c'était seulement le siège qui faisait cette activité, et nous avons évité de trop communiquer parce que nous savons que les viviers, en tout cas les demandeurs, sont d'un nombre exorbitant. Aujourd'hui, pour ceux qui savent, ceux qui sont passés en formation ou ceux qui ont eu le stage à travers le programme PPC, programme Première Chance, parce que M. le ministre depuis 2014 a initié ce programme en mettant en contribution 3 services de notre département. Et nous envoyons les jeunes en stage, in fine, et on paye même les primes de stage. Beaucoup de jeunes en ont bénéficié de ce programme. D'autres, à l'occasion même, ont eu de l'emploi et donc continuent avec les structures qui les ont accueillis. Et les jeunes actuellement qui sont avec nous, c'est dans cette base qui est tirée plus de 250 jeunes qui vont animer le salon des DRH qu'on va réaliser le 18, 19, 20 avec le cabinet IPRC. Donc, c'est pour dire, une fois que tu es dans la base, tu es avec l'ADIP. Et à tout moment, tant que tu n'as pas l'emploi, l'ADIP t'appellera et l'ADIP est en contact avec toi. Ces mêmes jeunes qui sont inscrits et qui évoluent avec nous sont ceux qui vont être utilisés, ou pas utilisés, en tout cas sollicités pour avoir une formation, un emploi, un stage à travers le programme Booster des compétences. Je parlais de ce programme pour un peu rappeler le contenu qui nous concerne de ce programme. C'est un programme de l'État guinéen financé par la Banque mondiale qui a 3 composantes. La première, le fonds compétitif. Et l'idée du fonds compétitif, c'est rapprocher l'écart qui se trouve aujourd'hui, l'inéducation qui se trouve aujourd'hui entre la formation et l'emploi. Et l'entreprise, ou en tout cas les entreprises, se mettent avec des centres ou des structures de formation pour élaborer un programme. Les jeunes en situation de classe suivent ces programmes-là et au même moment continuent de faire le stage dans l'entreprise. L'idée, c'est d'être recruté directement par l'entreprise à la sortie. Et donc, on n'aura pas de sortants qui vont gonfler le marché, mais on aura plutôt des sortants qui vont continuer à travailler parce qu'ils ont déjà l'habitude. Ça, c'est la première composante. La deuxième composante s'adresse à ceux qui sont déjà sur le marché. L'idée, c'est d'accompagner plus de 2400 jeunes, en tout cas à trouver de l'emploi. C'est de tirer toujours dans la base de la DIP. Et donc, c'est important et c'est une information qu'il faut accélérer, qu'il faut continuer à donner aux chercheurs d'emploi, qu'il faut passer par la DIP pour avoir des formations, pour avoir des échanges, pour avoir une lumière sur le marché de l'emploi, mais également pour avoir beaucoup d'accompagnement en termes de stage ou d'emploi. Alors, l'idée, c'est de tirer dans la base des jeunes qui vont être formés et qui vont aller vers des centres de formation, des structures comme des entreprises pour des stages ou pour de l'emploi. Donc, on est en train de voir, avec l'évolution standard de l'ADIP et cette autre formule, qu'est-ce qui va mieux accompagner, mieux booster l'employabilité en Guinée. Et la troisième composante? La troisième composante, ça c'est l'appui institutionnel, les structures ou départements ministériels qui sont autour du projet, parce que ça réunit le ministère de l'enseignement supérieur, le ministère de la jeunesse et le ministère de l'enseignement technique. Et donc c'est renforcer les capacités des intervenants pour être à même d'exécuter le projet. Et vos différentes formations, comment ça se passe? C'est des formations payantes ou gratuites? Tout ce que nous faisons, c'est gratuit. On est service public de l'emploi. En tout cas, je n'ai pas connaissance où j'ai appelé quelqu'un à l'ADIP où je lui ai demandé de payer un sou. Même les attestations, c'est gratuit. Et le programme Première Chance, c'était 250 jeunes qui ont bénéficié de cela. Ils ont été choisis dans le tas ou bien c'est un test qui a été organisé? Alors, le programme Première Chance est aujourd'hui à près de 3000 jeunes. Je parlais de 250, c'est des jeunes qui vont animer le forum des DRH les 18, 19 et 20 mai prochain avec le salon IPRC. Je veux bien qu'on mettre l'accent sur le salon de Paris, mais je reviens tout de suite sur le programme Première Chance. L'idée du programme Première Chance, c'est de donner la chance à ceux qui sortent tout de suite de l'université pour approcher une structure, avoir un contact, avoir une idée de ce qui les attend. Et c'est pourquoi, à l'issue des constats ou du succès du programme Première Chance, nous avons opté à aller à l'encontre des universités pour toucher même ceux qui sont en situation de classe, mais proches de la sortie. Aujourd'hui, vous ferez le tour d'un certain nombre d'universités, vous trouverez le logo et une plaque et l'adresse internet de l'ADIP pour les indiquer comment s'inscrire pour bénéficier d'un accompagnement après. Parce qu'il faut informer les jeunes qu'après l'université, tu n'as pas le temps à attendre.
autant tu attends, autant tu désapprends, et le marché est saturé, autant tu réduis ta chance. Ouais. Et donc, il faut tout de suite aller vers améliorer ce qui te manque comme connaissance, parce que il y a un certain nombre de phénomènes qui font aussi que le chômage s'est accru dans notre pays. Si vous voulez, si j'ai une minute, je vous fais rapidement la chronologie. C'est à l'issue des réformes de la FMI que la Guinée a connu les premiers chômeurs. Du coup, quand il y a eu le texte de la fonction publique, on a eu un groupe de chômeurs, on a encore nos papas à cause de ça qui ne travaillent pas et qui se débrouillent dans d'autres projets, mais la Guinée a connu des vagues de chômeurs à l'issue de la fermeture des usines de la première république. Quand la deuxième république est arrivée, il y a eu encore un phénomène de chômage qui a été connu. Et donc l'économie ne suivait pas. Les crises sociaux de 2000, des années 2000, ont fait que les institutions n'étaient pas avec nous. On n'en parle pas des entreprises qui prenaient courage de s'installer. Et au même moment, notre pays, depuis des décennies, la démographie galope. La démographie galope et l'enseignement de masse est de mise. Ouais. Donc on essaye de former. Au même moment également, l'âge d'aller à l'école se réduit. Moi, je suis allé à l'école à 7 ans, mais aujourd'hui, à 2 ans, tu mets ton enfant sur le chemin de l'école, ouais. Et tu vois des jeunes à 18 ans, ils viennent avec leur diplôme qu'ils ont fini. Ouais. Toi-même, tu sais qu'ils doivent étudier encore. Alors là, en quoi l'entreprise va avoir conscience? Ça fait que la charge et le nombre est là, et il faut avoir des politiques qu'il faut pour vraiment absorber tout ça. Il faut avoir des politiques qu'il faut pour absorber. Maintenant, le Salon de Paris, qu'est-ce qu'il faut pour participer? Est-ce qu'il y a des formulaires à remplir? Comment ça se passe, l'aspect organisationnel? Alors, nous sommes en partenariat avec l'AGGF qui organise tout ce qu'il faut du côté de Paris, à savoir les inscriptions sur la base de l'AGGF à Paris, à savoir la mise à disposition des locaux, à savoir tout ce qui est disposition à prendre, parce que cette année nous voulons même proposer un hôtel à ceux qui vont se déplacer pour faire le regroupement et éviter que les gens ne soient dispersés. Donc tout ce qui est activité du côté de Paris, l'AGGF travaille, et avec le souci qu'ils ont, le président est même parmi nous ces temps-ci, il est malheureusement parti hier, tout ce temps il était avec nous. Là, il y a une conférence de presse avant-hier, bien sûr, du côté de la maison de la presse. Bien sûr. Ouais. Donc il était avec nous, avec une de ses équipes. On a fait le tour des entreprises pour aller expliquer le bien fondé et l'attente des jeunes qui sont du côté de Paris. La diaspora guinéenne. La diaspora guinéenne. Alors, pour ce faire, et également dans le cadre du salon des DRH, nous avons planifié 2 ateliers. Il y a eu un premier atelier le 13 avril passé à Nouveau-Tel, et le 4 mai prochain, il y aura un deuxième atelier. L'objectif de ces ateliers, c'est de donner des informations autour du salon, mais également recueillir les attentes des entreprises pour qu'on intègre dans les dispositifs de préparatifs pour en tenir compte. Et cette année, l'innovation, c'est la venue de l'appui pour une communication, et donc l'aspect entrepreneurial. L'innovation, c'est que un des projets sera primé et va être accompagné pour sa mise en œuvre. Pour sa mise en œuvre, est-ce qu'aujourd'hui, partant de la première expérience, puisque la deuxième à cause d'Ebola n'a pu se tenir, on peut espérer que cette rencontre va être un tremplin pour nos compatriotes de la diaspora de retourner en Guinée, bâtir notre pays ensemble? Le DG de l'ADIP, en saluant l'initiative, m'a laissé comprendre que la vision qu'ils ont, que de continuer à attirer les investisseurs étrangers, ils sont en train de travailler sur une grande politique pour faire des conférences en Guinée cette fois, pour attirer les Guinéens de l'étranger, parce que c'est vraiment des investisseurs qu'il ne faut pas négliger. Le Mali en a une expérience, pourquoi pas faire pareil. Ceux-ci, ils auront beaucoup de raisons à investir, pas seulement que des raisons pécuniaires, parce qu'un investisseur veut en tout cas une dividende, des retours sur investissement, mais eux, ils peuvent investir aussi parce qu'ils savent qu'ils ont des frères ici. Et donc, moi, à mon entendement, en tout cas du côté de notre département ministériel, l'objectif premier n'est pas forcément qu'il y ait 1000 recrutements, mais c'est de créer ce contact. C'est de les dire qu'ils ne sont pas laissés pour compte.
relier ce pont, mais c'est de les faciliter à connaître mieux ce pays et peut-être c'est leur donner une autre image de notre pays. Parce que vous le savez, c'est une première, en tout cas à ma connaissance, qu'il y ait ces opportunités offertes à des Guinéens qui sont à l'étranger. Chaque fois, vous l'avez couvert, vous êtes dans le même immeuble que la coordination d'Ebola. C'est des Guinéens qui viennent avec beaucoup de dons pour nous accompagner, des hôpitaux même parfois mobiles pour nous accompagner, et ça sera l'occasion que l'État guinéen s'associe à eux pour aussi les accompagner. Oui, mais est-ce que ça suscite un grand intérêt chez eux aussi? Parce que on sait en Guinée, quand on prend le salaire, il est encore ce qu'il est, et de l'autre côté, les gens sont habitués à un train de vie plus ou moins convenable, M. Mara. Est-ce que l'intérêt est là? Alors, je vais juste vous lire avec le micro, bien entendu. Actuellement le potentiel existant en Europe sur ce salon-là pour vous parler de l'engouement. Nous avons plus de 5000 jeunes diplômés, futurs diplômés et cadres expérimentés guinéens formés dans des meilleurs établissements français qui sont aujourd'hui disponibles à participer à ce salon. Nous avons près de 500 entreprises installées en Guinée qui sont des potentiels auprès desquels nous pouvons aller pour aller défendre la cause de participer à ces salons. Mais l'idée, encore une fois, c'est pas de venir avec des milliers de salaires, des milliers en montant en termes de francs guinéens, en termes de salaire pour travailler. Mais c'est d'être rassuré. C'est important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ne pensez pas qu'ils sont en Europe et qu'ils sont à l'abri du besoin. Pour ceux qui voyagent et ceux qui savent ça se passe, comment ça se passe, pour beaucoup de diplômés africains, je ne vais pas dire guinéens, ils finissent, l'emploi c'est peut-être faire de la restauration. Il n'y a pas d'emploi parce que eux-mêmes ils ont un problème, vous êtes mieux informés, vous êtes des journalistes, où l'objectif même de se représenter du président français est l'inversion de la courbe du chômage. Dieu merci, ce mois-ci ça baisse convenablement et il est en train d'être félicité. Je pense qu'il va y arriver. Donc c'est pour dire qu'ils sont confrontés et le monde entier est confronté au même problème. Nos frères, quand tu vas, pour la plupart, ils sont dans des pizzateries où ils travaillent à sous-main, qui ne valorisent pas même leur diplôme parce que c'est pas ce qu'ils ont étudié dans des universités, mais ils essayent de vivre. À cela, si tu leur dis pour des postes qu'ils veulent en Guinée, je pense que c'est pas l'argent qui va les arrêter. Mais est-ce qu'au niveau des entreprises existantes en Guinée, il y a l'engouement? Il y a de l'engouement et il nous revient de créer de l'engouement et c'est pourquoi nous sommes avec elles pour faire en sorte qu'ils acceptent et parce qu'ils ont aussi, les entreprises qui sont là, intérêt de faire le recrutement qu'il faut. On l'a dit, quand on est bon et l'entreprise en a besoin parce que l'objectif de l'entreprise c'est de faire des profits et on ne peut faire des profits que des avec personnes, les compétences. Et donc ils sont là, à nous de partager l'information pour qu'ils écoutent mieux. Et de l'autre côté, il faut les interpeller parce que il y a bien d'entreprises citoyennes, j'appelle l'entreprise citoyenne qui vraiment acceptent investir en la cause des jeunes, en la cause des demandeurs, en la cause des chercheurs d'emploi. Parce qu'il faut passer ce message-là. L'État a l'obligation de créer les conditions de l'emploi. Les entreprises peuvent accompagner l'État à faciliter la création d'emplois. Ça passe pas par un texte où tu vas exiger 5 ans, mais ça passe à croire aux jeunes, à les recevoir, à les former et à les recruter. Au-delà de votre ministère, l'enseignement technique, celui de la jeunesse, est-ce que d'autres ministères aussi sont intéressés à ce projet? Puisque nous parlons de grandes entreprises minières, ça c'est au niveau du ministère des Mines. Est-ce que toutes ces démarches intéressent ce ministère? Est-ce qu'il est intégré? Alors, nous travaillons avec le ministère de la Jeunesse, je le disais, vous l'avez souligné, mais c'est la diaspora, c'est le déplacement à l'approche, et comme on a l'habitude de faire, monsieur le ministre adressera un courrier et va saisir le ministère des Affaires étrangères pour faciliter tout ça, parce qu'il y a des déplacements, il faut veiller aux personnes qui arrivent, il ne faut pas que d'autres profitent de cela pour changer de pays, il faut gérer tout ça. Donc, il y a des détails, peut-être qu'on ne va pas tout donner, mais nous sommes en synergie et c'est vraiment un projet du gouvernement guinéen. Les acteurs sont à tous les niveaux. Et revenons sur l'enregistrement à la base de données, ici à Conakry. C'est important puisque
l'essentiel des cadres quand même sont sortis des universités guinéennes. Quand quelqu'un est dans la base de données de l'AGIP, est-ce que vous lui attribuez un numéro à tout moment? Est-ce que l'intéressé aura un point focal qui doit l'informer sur l'évolution de son dossier? Comment ça se passe, ce trait d'union entre celui qui a déposé son dossier et l'institution? Alors, quand tu t'inscris, on te demande ton numéro de téléphone et on va même demander le numéro de téléphone d'une personne proche. L'idée, c'est que si dans le suivi tu changeais de numéro, mais 3 numéros, nous pensons que sur la période où tu cherches l'emploi, que ces 3 numéros ne soient pas utilisés. Et donc, 2 de tes numéros si possible, en tout cas un numéro d'un de tes proches qu'on peut joindre si on a besoin de toi. Tout ça c'est pour s'assurer dans le suivi qu'on ne va pas buter sur des personnes qui changent de numéro après qu'on ne peut pas tracer, qu'on ne peut pas joindre. Alors, tu t'inscris avec ces numéros-là, tu reçois quand tu prends rendez-vous un message qui te dit tu as rendez-vous à tel jour. Et chez nous, par jour, on tire la liste des gens qui ont rendez-vous. Tu viens, ça veut dire que tu es dans la liste, on sait que tu as rendez-vous. Alors, l'idée et la machine est programmée à recevoir 15 personnes par jour, au siège bien entendu. Si aujourd'hui tu es la 16e personne qui prend rendez-vous, la machine t'envoie sur demain. Et c'est au fur et à mesure. Quand tu viens, tu passes les 4 espaces de la maison de l'emploi, tu passes le stage, tu passes la formation, après tu passes le stage et on te donne les offres disponibles parce que nous pensons que tu es à même de passer des recrutements, de passer des textes et de chercher ou de demander à travailler. Tu as le contact soit par le site de l'AGIP à voir les offres qui sont disponibles et donc commencer à tenter tes connaissances. Et si ça ne marche pas et que tu vois des lacunes que tu veux renforcer, on est toujours là. On travaillera avec toi sur cet aspect pour faire en sorte que tu aies une bonne maîtrise pour passer mieux, par exemple, l'entretien d'embauche. L'autre côté, en matière de formation, nous avons des compétences à l'interne pour un certain nombre de modules, mais nous sollicitons des compétences, par exemple des entreprises, des cabinets à venir animer des modules dont nous n'avons pas compétence, mais dont nous avons le besoin, parce que nous avons les jeunes qui s'inscrivent. Les jeunes qui s'inscrivent en plus du programme Première Chance, booster les compétences. Est-ce que vous avez développé un autre projet qui a attiré l'attention et dont les jeunes s'en ont servi pour résoudre tel ou tel problème? Donc, il faut dire que si on doit citer des projets, ça ne finira pas. Ah bon? Ça ne finira pas. Les besoins aussi ne finiront pas. Oui, ça veut dire c'est un problème de cible. Aujourd'hui, connaissant le marché et des difficultés réelles, le problème, c'est comment absorber les sortants des universités. Et ça, c'est un réel problème, parce que pour les absorber, il faut penser améliorer la formation, parce qu'ils ont déjà fini. Comment le faire? C'est une question. Pour les absorber, il faut que le climat des affaires soit sain et qu'il y ait autant d'investissements pour avoir autant d'entreprises. Et malgré ce qui est fait en Guinée, la situation guinéenne reste tributaire à la situation mondiale. Ça, c'est un problème. Et ils sont déjà sur le marché. Comment finir? Quels sont les besoins réels? Je disais tantôt que l'avenir 2010-2020 prévoit beaucoup d'emplois dans le secteur agricole. Vous le savez, ils ne sont pas tous sortants de l'agriculture. Donc, cette masse qui est là, les absorber, et tous les programmes ne peuvent pas venir seulement qu'à leur avantage et à d'autres jeunes. Je te cite par exemple l'inauguration qu'on a eue la semaine dernière du projet de réintégration socio-économique qui s'adresse aux jeunes vulnérables et à la population vulnérable et aux jeunes à risque, prévoit l'accompagnement de 2000 jeunes, 1000 jeunes à risque, et 1000 populations vulnérables, les victimes d'Ebola et autres. Il y a des critères de sélection qui ont été admis à cela. Et compte tenu de la réalité du marché du travail, aujourd'hui, nous travaillons à encourager l'entrepreneuriat jeune. Il faut carrément que les jeunes entreprennent et que les gens arrivent à créer eux-mêmes leur entreprise. Au lieu d'être employés, au lieu d'être, voilà, et qui deviennent employeurs, parce que le marché, pour les sortants de l'université, il faut qu'on travaille, mais l'entrepreneuriat pourra aider à mieux absorber.
Pourtant, quand tu causes avec certains jeunes de la diaspora qui sont rentrés, qui ont établi leur entreprise en place, ils estiment que l'idée avec laquelle ils sont venus est la réalité du terrain. Parfois, il y en a qui sont découragés à cause des pots de vin. Il faut toujours, on place les bâtons dans les roues, les compétences sont là, l'entretien est fait. Est-ce que la GIP s'intéresse à cela? Est-ce que vous avez connaissance d'une telle situation? Oui, j'étais sur une des radios avant-hier. Il y a un auditeur qui a appelé de l'étranger pour dire qu'il est venu en créant son entreprise. On l'a demandé 20 millions. Lui n'avait même pas tout ça. Et finalement, il s'est découragé. Qu'est-ce que j'en pense? Je pense qu'il faut... je voulais juste dire, tu parles d'idées de la réalité. C'est des notions philosophiques qui se développent et qui sont très loin. Un entrepreneur ne doit pas vivre de l'idée. Un entrepreneur doit avoir le courage d'affronter la réalité. Ça, c'est un. De l'autre côté, la réalité qui est des pots de vin aujourd'hui est dépassée en Guinée. En tout cas, moi, je ne l'ai pas connu parce que je suis récemment dans la fonction publique, j'étais dans le secteur privé, mais à mon temps là, je peux vous citer pas mal d'exemples pour dire que ces questions de pots de vin n'existent pas. Je suis membre du comité de pilotage Doing Business. Ce comité travaille à réduire tous les goulots d'étranglement qui concernent l'investissement d'un investisseur. Ça parle de la création des guichets uniques pour faciliter le circuit ou la bureaucratie, les tours que l'investisseur fait pour chercher les titres fonciers d'un bureau à un autre. Ça réunit dans un même, ça prévoit la mise en place des structures qui interviennent pour faciliter aux investisseurs de venir vers notre pays. Tout ce qui est cordon douanier, où ça réfléchit sur tout ça. Et par rapport au coût, je ne sais pas si les gens sont mal informés, peut-être que je vais encore conseiller. Au-delà de la création de leur entreprise, l'obtention des marchés, c'est toujours les recommandations, même si parfois on estime que l'intéressé est le mieux disant. S'il refuse de se plier aux caprices habituels, il peut se voir surclassé. Alors, on peut... Parce que ça, c'est des actes quand même qui ne peuvent pas encourager l'arrivée de la diaspora dans le pays. Oui, on peut reprocher pas mal de choses. J'ai pas la chance de connaître tout ce qui se passe dans les administrations. Mais ce que je veux dire, l'obtention des marchés, on peut investir sans être dans le domaine d'obtenir un marché, comme on peut investir pour aller chercher un marché. Et vous avez vu pas mal de communications liées à tout ce qui se passe pour l'obtention des marchés. Mais moi, je pense qu'un investisseur est une personne avertie. Si tu connais la loi et que tu passes à côté de la loi, c'est que tu es complice de ce que tu fais. Si tu sais que tu es triché et que de corrompu sans corrupteur. Voilà, si tu sais que tu es triché et que tu n'approuves pas ce qui est dit, il y a des voies de recours que tu peux saisir et chercher à établir le droit. En tout cas, pour parler de transparence, c'est ce que je peux dire. Mais pour la création, aujourd'hui, l'APIP a compétence de créer toutes les entreprises et à moindre coût, à moins de 48 heures. En un temps record. Voilà. Et en termes d'évaluation, en pourcentage, vous êtes à quel niveau de la préparation de cette rencontre de Paris? Près de 60%, parce qu'aujourd'hui, nous sommes... hier, j'ai envoyé dans le mailing group d'un certain nombre d'entreprises les projets de convention et les tarifs à payer selon ce que tu veux comme stand ou condition, en tout cas, ou sponsoring. Et je pense que c'est la dernière ligne droite et l'atelier du 4 permettra de parler de tout ça, recueillir les questions, répondre aux questions et voir d'autres attentes qu'on ne pourra pas répondre, intégrer dans les préparatifs. Parler du voyage, du nombre et pourquoi pas ceux qui ont des difficultés, les rassurer comment on peut les accompagner à avoir des papiers qu'il faut. À présent, on va se tourner vers les auditeurs et téléspectateurs. Vous qui avez suivi cette émission depuis le début, vous pouvez nous appeler sur les 2 lignes du stand pour soit faire des commentaires ou poser vos questions à notre invité ici dans ce studio et sur ce plateau. C'est bien Sekouba Mara, il est le directeur général de l'AGIP, l'agence guinéenne pour la promotion de l'emploi. Nous avons le premier auditeur en ligne, Mamadou Chérif Diallo. Monsieur Chérif, bonjour.
Bonjour, comment allez-vous? Nous allons très bien, et vous? Oui, ça va. On vous écoute. Bon, j'appelle depuis Cameroun. Moi, ce que je voudrais dire les invités, faut pas qu'on parle le projet, le peuple de Guinée attendre et après on ne voit pas. Parce que quand tu crées une société, il faut aller voir et créer la société, créer quel endroit, ta société, quel endroit. Faut pas qu'on parle seulement des emplois. On peut embaucher des jeunes. Où est une société d'abord? Quel endroit? Quelle usine ils vont embaucher une Guinéenne? L'usine est où? À Firia, à Télémélé, à Gawal, à quel... Au lieu d'en parler seulement. Il faut qu'on arrête de commenter comme ça. C'est-à-dire, moi, j'aime l'intellectuel guinéen, mais il faut aller à bout important pour la nation guinéenne. Le jeunesse est là, ils écoutent la radio. Vraiment, on ne voit pas leur société et où. Il faut qu'on arrête de dire que chaque fois, les diaspora, moi j'ai vu l'autre fois à Place de Diamant, ils sont là en train de vendre, et ça coûte très cher, et après si on paye ça, on peut créer où des emplois, où est les emplois maintenant? Moi quand j'achète là-bas, il faut que d'abord, j'installe mon usine, j'installe tout mon projet, je crée des emplois, après on parle des emplois. Mais là, ils ont pas la vie comme ça, oui. Est-ce que vous avez fait un tour au siège de l'AGIP? Vous connaissez où se trouve le siège? Vous avez ce qu'il y a le problème. Non, vous n'avez pas répondu à ma question, M. Diallo. Non, attendez. Là où il parle de son siège là, moi, il n'y a pas important là-bas. Il faut créer là où je sais que vous... Aujourd'hui, vous connaissez le siège de l'AGIP? C'est quel endroit? Excusez-moi, c'est quel endroit? Alors, après l'émission, vous nous appelez, on va vous indiquer comme ça, vous aurez tout le temps de vérifier tout ce qu'il a dit, d'accord? Oui. C'est votre droit parce que c'est un établissement public. Tout le monde a accès au même droit. Il n'y a pas de problème. En tout cas, nous on est contents parce que si on va avoir des emplois pour les jeunes, ça va diminuer le chômage, ça va diminuer les gens qui est très de l'endroit cherché à l'Asie ou à Moyen-Orient. Il faut que vraiment on arrête de souffrir la nation. La nation est là pour créer des emplois, beaucoup d'usines. C'est ça qu'ils ont pu avoir à 1000 travailleurs. C'est là la réalité. Vous êtes employé ou employeur? Vous avez votre entreprise à vous? Quel business vous faites, M. Diallo? Non, moi je suis avec un endroit communauté étrangère. Donc je suis avec eux. J'ai donné même mon dossier à l'ambassade des États-Unis jusqu'à présent. Mon programme de mon société. Je vais demander lui comme on m'a demandé dans le hors antenne. Si vraiment il y en a à mon projet, s'il y en a avec lui, peut-être je vais avoir la chance, mais en tout cas, il ne faut pas qu'il pense on n'a pas... ils pensent qu'on n'a pas une idée à travailler. Moi, j'ai beaucoup de sociétés à ma personne que vraiment ça m'aide à aller au bout pour que vraiment ça montre mon société si ça est en Guinée. Diallo, en direct de Cameroun ou Camayen. Merci à vous d'être passé dans cette émission. 666 99 99 30 666 99 99 31. La radio, c'est bien Chéri FM. La télévision, Africa Today. L'invité est Sekouba Mara, directeur général de l'AGIP, agence guinéenne pour la promotion de l'emploi. Vous pouvez donc nous appeler pour soit poser des questions ou faire des commentaires par rapport à tout ce que nous avons abordé en termes d'employabilité des jeunes ici dans ce studio, sur ce plateau. Avant qu'on ait un prochain invité, vous l'avez suivi, votre réaction, Monsieur Chéri Diallo? Oui, peut-être vous allez m'aider, j'ai du mal. Est-ce que c'est un commentaire, une question? Ouais, c'est un commentaire qui dit, lui il est fâché, il est trop de propos, moins de réalisation. Concrétisation sur le terrain. Oui, peut-être, comme vous l'avez dit, c'est un Guinéen, c'est son droit. Moi, ce que je peux, c'est d'œuvrer à améliorer l'employabilité. Je regrette déjà qu'il ne connaît pas. Et c'est important de préciser aussi que je n'ai pas la charge de créer... C'est le temps d'antenne des auditeurs. Kamara Kerfala est là. Monsieur Kamara, bonjour. Bonjour, mon frère Kamara et bien Condé. Allez-y, vous n'avez pas encore déjeuné, on vous reçoit un peu mal là. J'ai déjeuné. C'est là où je suis là, c'est un peu comme ça. Voilà, allez-y. Je viens de vous prendre en masse, mais je crois bien c'est un monsieur qui a une entreprise ou bien... Il a une entreprise, non? Ou bien une société. On n'est pas là pour ça. Bon, il aide les gens à avoir leur entreprise. Voilà. Ce que je veux vous demander,
est-ce qu'il a une solution pour sous-traitance là? Parce que ce sous-traitance là qui est là, fatiguer les jeunes Guinéens actuellement. Si il y a une société, on n'écoute pas les gens en direct, c'est indirect qu'on fait. Et par exemple, la société propose un chauffeur ou bien un employé comme ça, 200 000, par exemple. Les sous-traitances maintenant prennent les travaux maintenant 150 000 ou bien à 100 000. Qu'est-ce que M. Sekou voit? Son avis que je veux savoir. Très bonne remarque. Hein? Merci à vous d'être passé dans cette émission pour une fois. Un camarade pose une question intéressante. Hein? 666 99 99 30. On a Kaba Mamadou Diana. Bonjour. Bonjour, M. Mara. Monsieur Kaba a tout fait hier pour être dans l'émission. Malheureusement, les dieux de la communication n'étaient pas avec lui. Ouais. On va remettre à un autre jour. Oui, c'est ça la force de Chérie FM. Je sais, ça m'a fait mal, mais j'ai compris que c'est indépendamment de votre volonté. Il y avait une forte demande, hein? Voilà. Allez-y pour la question du jour. Voilà, je remercie l'invité du jour et je le félicite beaucoup. Voilà un modèle de jeune que moi j'ai connu depuis à l'université de Cancan. Ah bon? Il a été major de sa promotion. Il me révisait quand je l'apprenais, hein? Oui. Il a été major de sa promotion et aujourd'hui c'est une fierté. Et je crois bien que l'AGIP fait un travail exceptionnel parce qu'elle a bien géré notre recrutement, les 518. Ah d'accord, c'est vous qui vous avez recruté, hein? Oui. Est-ce que c'est pas vous personnellement? Est-ce que vous avez passé honnêtement le test puisque vous parlez de lui déjà à l'université? Une vieille connaissance, hein? Ah, ça n'a pas pesé dans la balance pour vous personnellement, monsieur Kaba? Non, ça n'a pas pesé. Sérieusement, parce que lors du recrutement, ils ont même fait une erreur à mon nom, ils ont mis Keta. Mais quand je suis venu, il a corrigé. Ça veut dire que le texte, ça s'est bien passé. Et je pense que c'est le modèle des jeunes que nous avons besoin de ce pays. M. Mara est une référence, est un modèle pour nous. Nous devons tous nous battre pour être un homme comme lui. Je crois bien qu'il a fait beaucoup de travail. Lui, l'idée créatrice de M. Mara. Moi, je l'encourage et j'encourage toute la jeunesse guinéenne à œuvrer dans ce sens pour que notre pays soit un pays de demain. Je vous remercie. Kaba Mamadou Diana, merci à vous d'être passé dans cette émission Soirée Boakar. On rappelle le numéro du stand. Le 666 39 99 30. Il y a une question. Oui, non, on était avec Chérif Diallo qui parle. Il y a beaucoup d'annonces, peu de concrétisation. Oui, non, c'est que à ce niveau. Ce que je retiens, bon, je ne reviendrai pas sur l'autre, mais je reviens sur la question qui me semble très pertinente. Le recrutement des sous-traitants. Oui, la question est vraiment pertinente. Je ne vais pas m'attarder dessus parce que c'est réglementaire aussi. Alors, je ne vais pas citer le nom de la société de téléphonie en question. J'ai eu pas mal de demandes où on a délocalisé, on a confié carrément le recrutement d'un groupe de travailleurs à des sous-traitants. Et qui parle de sous-traitance, parle de division de salaire et des charges à couvrir aussi par le sous-traitant. J'en tiens compte. Je communiquerai, comme on l'a prévu, de revoir et de faire le toilettage du code de travail encore une fois, parce qu'on vient de le faire, mais il faut toujours le faire. La réalité domine l'existant, on peut toujours améliorer. Et on ne peut pas peut-être supprimer la sous-traitance, parce que le code en fait foi, mais par rapport à ce qu'on voit sur le terrain, on verra comment mieux protéger, mieux encadrer, pour faire en sorte que les gens n'en souffrent pas autant. En tout cas, ça asphyxie certains travailleurs. Quand vous restez à la maison, on dit que vous ne travaillez pas, mais vous travaillez, c'est une seule, c'est l'entreprise à laquelle vous êtes affilié pour la sous-traitance qui divise parfois le salaire en deux.
Oui, mais il faut c'est paradoxal quand même. Hein? Oui, je suis d'accord, mais il faut voir l'entreprise qui reçoit a aussi des exigences. Il doit rentabiliser sur ce qu'il fait et sur votre salaire. Mais l'État, on verra bien comment protéger tout ça là dans le prochain revue du contenu du code de travail, activité pilotée par la Direction nationale de l'emploi. On verra bien ce qu'il faut pour mieux protéger. Et tout ça, ça veut dire que moi, ça m'interpelle sur des questions d'emploi. S'il y avait autant d'emplois, peut-être il y aurait autant de salaires. Mais avec la rareté de l'emploi, même ceux qui sont directement recrutés, même ceux qui sont directement recrutés sont aussi payés à des niveaux où ça ne permet pas de vivre parce que le coût de la vie est tel et les revenus sont tels. Vraiment, c'est quand même difficile à la place de tout le monde. Chérif Diallo qui revient. Oui, Chérif Diallo. Ok, bonjour M. Condé, je voulais revenir encore. En tout cas, il faut qu'il précise très bien parce que vous avez aussi un Guinéen embauché un Guinéen. Ça, le salaire, tout le monde connaît. Chaque fois, il y a des sociétés qui sont en train de gréver, le Guinéen est mal payé. Parce que ça, on ne peut pas accepter. Le coût coûte très cher aujourd'hui au niveau des populations guinéennes. S'il n'y a pas le salaire n'est pas bien, ça c'est grave quand même. Il faut que vraiment il précise s'il peut embaucher des Guinéens normaux, bien payés, bien équipés. Là, on est d'accord avec ce qu'il est en train de proposer si on voit l'endroit. Mais si ce n'est pas le cas, vraiment, nous, on est préféré de voir toujours les étrangers qui sont capables de montrer vraiment, même si ils trouvent le problème guinéen ici, et les sociétés syndicales guinéennes n'est pas capable, mais avoir un minimum d'aider le Guinéen, certains endroits, ce qui va avancer. Je vous remercie beaucoup. Chérif Diallo qui revient, est-ce que cette fois-ci M. Mara a compris quelque chose dans son passage? Il est dans le même sillage de mes explications, mais il faut comprendre c'est un ensemble. Le syndicat aussi fait beaucoup d'efforts, ça tient à beaucoup d'éléments, beaucoup de choses, mais je prends note et nous en sommes conscients, on verra bien ce qu'il faut faire et quelles propositions il faut avoir parce que je ne suis pas expert en texte et en connaissance du marché, je n'ai pas le monopole. Je prends note et je pense que c'est un des points que je pourrais mettre sur la table. Le mot de la fin. Alors, le mot de la fin, encore une fois, c'est à l'endroit des chercheurs d'emploi. C'est vrai que le marché de l'emploi guinéen est pratiquement difficile par rapport à l'existence des entreprises en termes de nombre et en termes de qualité, à la nature de notre économie et aux difficultés que rencontre l'État à avoir autant d'entreprises qui viennent nous accompagner. Ça tient à une situation mondiale crispée, difficile, une situation africaine difficile par le terrorisme qui tourne autour de tout le monde et qui n'encourage pas l'investissement. Mais il faut croire. Il faut croire à l'avenir, il faut croire en sa personne. Et le demandeur de l'emploi doit compter sur soi. Moi, généralement, je me dis, si on doit recruter 10, 20, c'est pas possible que je ne sois pas dedans. Et ça, c'est des idées, au fond, qui t'amènent à faire le travail qu'il faut. Je les conseille de frapper notre porte. Nous sommes là pour eux. Des structures comme nous, qui sont le FONIS, qui sont l'AGETIP, qui sont la Direction nationale de l'emploi jeune, qui sont la Direction nationale de l'emploi, qui sont l'APIP. Ces services sont des services qui sont à leur écoute. Vous ne pouvez pas fermer la porte à quelqu'un qui vous demande s'il a dans le besoin en tant que service public. Et nous ferons le devoir, encore une fois, comme je l'ai toujours fait, d'apporter ce que nous pouvons au maximum. Mais, surtout, le statisticien dit que le demandeur d'emploi, alors celui qui est apte à chercher de l'emploi et donc un diplômé, qui est à la maison, assis dans les cafés et qui pense qu'il n'y a pas l'emploi, il n'a pas un parent, il ne peut pas avoir le travail, n'est pas un chômeur, il est un oisif. Un demandeur présente à qui de droit sa situation et cherche des améliorations parce que l'État a mis des services pour ça. Sortez, venez vers nous, on se fera le devoir de vous accompagner. Je vous remercie. Lutter donc contre l'oisiveté, c'est important. Merci à vous, Sekouba Mara, d'être passé dans cette émission. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'AGIP, l'agence guinéenne pour la promotion de l'emploi. Merci à Soare Bouakar pour la co-animation. Merci également à Kanda Omar Kamara Bouakara Mibangora pour la mise en onde de côté radio. Alassane Diallo, Jacques Arthur Dinamo, Konkoba Kouyaté, Moromo Kamara, Kadia Touré, Diaré Diallo. Pour la réalisation côté Tative, vous pouvez suivre la rediffusion à 22h05 sur Chéri FM, la 104.1 et 22h15 sur Africa Today Télévision. Quant à nous, on se reprend demain, vendredi, pour le compte du dernier numéro de cette émission.
la tribune de l'actualité plus. Portez-vous bien. La tribune de l'Actu Plus, c'était avec l'équipe de la rédaction. Du lundi au vendredi, de 9h15 à 10h45 sur Chéri FM Guinée, la tribune de l'actualité plus. Comprendre, décrypter, analyser et commenter l'actualité sociopolitique, économique et culturelle en Guinée. Piloté par l'équipe de la rédaction du groupe SGI Média et les consultants, c'est le rendez-vous phare pour éclairer votre lecture de l'info. La tribune de l'actualité plus, du lundi au vendredi, de 9h15 à 10h45 sur Chéri FM Guinée. La tribune de l'actualité plus, de 9h15 à 10h45 sur Chéri FM Guinée.